Okay, hi everyone. Let's get started. I'd like to welcome everyone to this. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette séance virtuelle qui est enregistrée. On va commencer d'enregistrer d'ores et déjà. L'interprétation est disponible en anglais, français et espagnol. Vous pouvez sélectionner les paramètres d'interprétation au bas de l'écran. Vous trouverez un globe où c'est écrit interprétation et vous pourrez sélectionner votre langue de préférence. Ces interventions seront interprétées en français et en espagnol. Donc, lorsque vous sélectionnez ces langues, vous allez pouvoir choisir une langue de préférence. Si vous souhaitez écouter toutes les interventions en anglais, par exemple, je vous prie aussi de sélectionner cette langue au bas de l'écran. Aujourd'hui, nous allons travailler sur deux axes à partir de 9 à 10h30 où nous allons partager les résultats de notre recherche. Vous pouvez partager aussi vos questions dans la section du chat. Dans la deuxième partie, nous allons écouter un peu les opinions des personnes qui ont partagé au projet de lancement, qui partageront leur expérience dans le projet de lancement de renouvellement de crédit et d'intelligence aux affaires. Avant d'entamer ces séances, nous allons juste lancer quelques questions. So please take a look at your screen and select, for the first poll, please select one answer to this question. What category best reflects who you are? So we'll take a minute and then look at the results. Donc, nous allons prendre quelques instants pour répondre à ces questionnaires. And type the CGAP code, or they will need to scan the QR code to bring them to the app. Donc, nous vous invitons à répondre aux questions en copiant le code. And by the way, just to say that this will apply throughout the presentation, so just stay on the Slido. If you're using a different device, you type slido.com, type the CGAP code, and then new questions will pop up as we ask them, so you don't need to close the window or application if you're already there. Okay, so we'll give you one more minute and then Nous allons vous donner encore une minute. Okay. Danielle, can we take a look at the results? Nous pouvons consulter déjà ces résultats. Okay, so we have overwhelmingly microfinance providers. So this is great. Thank you so much for participating in this poll. We'll have many other. Nous avons également donc nos interprètes avec nous. Nous vous remercions de participer à cette réunion et de votre rôle à faciliter la communication. Alors, chers invités, nous allons passer au deuxième questionnaire. Nous avons aussi plusieurs options en ce qui concerne le financement des dettes, de l'équité, les dons, les partenariats, l'assistance technique,
Donc, je pense que là, il s'agit des rôles différents que vous jouez dans le secteur de travail. We'll give you again 1 more minute and then we will close this poll. Donc, encore quelques instants, puis nous allons fermer l'accès à ce questionnaire. Okay, I think we can close the poll, Danielle. Thank you so much again for participating. Daniel, je pense qu'on peut se contenter des réponses que nous avons obtenues. En principe, nous avons l'assistance technique et la facilitation de partenariat. Donc, merci beaucoup pour avoir répondu. Donc, nous allons lancer de notre webinaire. Donc, je vais présenter rapidement les différents intervenants. Je m'appelle Isabelle Barres et j'ai modéré cette séance d'ouverture. J'ai déjà travaillé dans différents projets de modération, différents ateliers de travail. Nous avons avec nous aujourd'hui différents membres du projet. Nous avons Xavier Faz avec nous qui est le spécialiste expert en finance. Il agit aussi comme conseiller financier principal dans le projet SIGAP. Nous avons Ivo Génic aussi qui est aussi expert dans le secteur financier. Mark Fleming, qui est aussi chef technique, qui a plus de 25 années d'expérience internationale dans le développement d'institutions financières. Il a travaillé donc au niveau du lancement, mais aussi au niveau de la mise en place et du lancement large de nos travaux. Certains de nos intervenants participeront à la première séance, alors que d'autres participeront à la deuxième séance de notre atelier de travail. Je vais donner la parole à Monsieur Xavier Faz pour les remarques d'ouverture. Bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. C'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui ici. Je vais juste donner quelques remarques pour offrir un contexte à notre travail. La technologie change rapidement et dans la dernière décennie, les discussions au sujet de l'inclusion numérique a été dominées par les nouveaux modèles d'affaires et d'entreprises. Nous parlons très souvent d'inclusion financière, de fintech, de banques numériques, etc. Tous ces modèles pourraient être promettoires, mais ce qui nous affecte le plus, c'est notre capacité de pouvoir toucher et affecter les personnes les plus vulnérables d'une façon correcte. Et cela est un point de réussite pour le microfinancement qui comprend de plus en plus les besoins et les demandes des clients pour pouvoir mieux les servir. Cela a permis d'aider plus de centaines de millions d'utilisateurs partout dans le monde. Le microfinancement renforce la résilience et la croissance des différentes entités qui sont de plus en plus résistantes et résilientes face aux crises successives. Le microfinancement permet de créer une valeur durable pour le client et pour l'investisseur. Dans les dernières années, nous avons pris plusieurs initiatives pour voir comment on peut soutenir le microfinancement à partir de modèles traditionnels, mais qui sont mieux adaptés au jour et au monde d'aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de travail et beaucoup d'efforts dans ce sens auprès de nombreuses institutions
qui s'intéressent aux technologies et au microfinancement. À partir des efforts déjà déployés dans les différents marchés et à partir des recherches et des expériences, nous avons développé des résultats positifs. Nous avons parlé avec différentes parties prenantes partout dans le monde afin de déterminer les différentes difficultés et obstacles auxquels ils font face. Et nous avons vu que peu de ces partenaires ont été capables de bien formuler et mesurer l'impact de cette numérisation. Nous avons aussi trouvé que les histoires de succès que nous avons pu mesurer sont celles qui ont été menées par des initiatives des affaires où la différenciation repose sur l'amélioration de la performance afin de mieux servir les clients et d'améliorer les affaires ou l'entreprise. Il s'agit d'une création d'un ensemble de pratiques mesurables qu'on peut observer et qui peuvent nous indiquer comment on peut intégrer la technologie afin d'améliorer les affaires du microfinancement. Notre thèse est la suivante. Lorsque la technologie est bien appliquée d'une façon focalisée, nous pouvons ouvrir de nouvelles voies de croissance et de nouvelles voies d'expérience améliorées pour le client et pour les propriétaires. Plusieurs raisons nous encouragent à numériser le microfinancement. La numérisation encourage les entreprises à élargir leur panoplie de produits et de services, ce qui permet indirectement ou directement de faire face à l'insécurité alimentaire, aux crises économiques, aux crises sociologiques, qui constituent elles-mêmes des défis auxquels les entreprises font face. Les modèles d'affaires et économiques traditionnels ne peuvent pas toujours adéquatement répondre à ces différentes crises. Une panoplie élargie de produits et de services pourrait renforcer la capacité des gens, mais aussi des institutions de microfinancement à faire face à ces différentes crises. Les nouveaux fournisseurs, notamment dans le domaine de la fintech, sont en train de rejoindre ce marché et essaient aussi de répondre aux besoins des clients. Donc, les institutions financières ont besoin de renforcer leur contribution et leur jeu dans le marché de façon plus efficiente et plus convenable aux clients, de façon à ce que les services qu'ils offrent soient plus compétitifs. Il faut également noter qu'il y a eu une croissance au niveau des marchés en termes de partenariat. Les marchés sont de plus en plus ouverts, ce qui veut dire qu'il y a encore plus d'espace pour les institutions à jouer un rôle dans le financement ou dans la provision de financement. Les institutions de microfinancement numérisées pourraient devenir un point d'accès à un nombre de produits offerts par d'autres institutions dans le marché. Le système financier traditionnel est en train de changer et pour cette raison, il faut encourager l'intégration plus élargie des systèmes de numérisation, de microfinancement dans ce contexte-là. Les partenariats permettront de transformer les modèles commerciaux et permettront d'élargir les portfolios et les panoplies de services et de produits offerts. En adoptant la technologie, nous allons paver la voie vers l'avenir du microfinancement. Mais comment faire cela d'une façon efficace? Je pense que cela va être le point d'intérêt de cette séance aujourd'hui. Qu'avons-nous appris de ce processus? Quelle est l'expérience des différentes institutions? Quelles sont les leçons et les acquis que nous pouvons en découler? J'espère que tout cela vous sera une source d'inspiration pour mieux comprendre l'envisagement que nous avons pour le microfinancement. Je me contenterai de cela, Isabelle. Merci beaucoup, Xavier, pour cette intervention. Nous allons revenir à notre ordre du jour.
Je souhaite juste vous indiquer comment ces deux séances s'organiseront. D'abord, donc, nous allons nous concentrer sur notre travail dans le projet de lancement. Comment est-ce qu'on a structuralisé le travail avec les différentes organisations, mais aussi au sein du groupe, afin de mieux soutenir d'autres institutions. Xavier, comme l'a dit, nous serons rejoints par Ivo et Marc. Ensuite, nous passerons aux détails de chacun des modes de travail. Nous allons parler donc d'automatisation du renouvellement des crédits et aussi de l'intelligence commerciale. Et donc, je ne sais pas si tout le monde pourra participer à cette séance, mais vous êtes invités à les faire. Nous avons Peter Accordion, Thomas Carrier, Imran Ahmed et aussi Kin Moet Nien qui seront avec nous. Nous aurons aussi suffisamment de temps pour passer d'une séance à l'autre, mais aussi pour aborder les différents thèmes dans leurs petits détails. Nous allons revenir à notre programme. Donc, nous allons parler d'abord donc, de ce projet de numérisation du CEGAP. How you see digitization intertwined with the future of microfinance. So if you could just answer this. Donc, je vous invite, avant de lancer nos travaux officiellement, je vous invite juste à répondre à ce questionnaire pour voir comment la numérisation intervient ou se lie avec l'avenir du microfinancement. Vous pouvez juste donc répondre par oui ou par non. Nous parlons également de numérisation très facilement. C'est un terme qui comprend la numérisation en tant que telle. Nous ne parlons pas de données numériques, mais aussi nous parlons de technologies numériques. Donc, c'est un terme parapluie qui comprend les différents sous-secteurs de la numérisation. Encore une minute. And again, for those of you joining, in order to answer the poll, you can either scan this QR code or go to slido.com and then put the keyword. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à scanner le code QR pour répondre aux questions. Nous allons donc avoir d'autres questionnaires au cours de la séance, donc ne fermez pas ce lien. Donc, nous avons 95% de personnes qui disent oui, effectivement, la numérisation est très importante pour l'avenir du microfinancement. Nous allons donc passer actuellement à l'ordre du jour. Je donnerai donc la parole à mes collègues pour parler du rôle de SIGAP dans les 2 dernières années. Ivo, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Javier, pour vos remarques d'ouverture de séance. Merci, chers invités, pour l'intérêt que vous portez à cette conférence. Merci aussi d'être avec nous. J'ai vraiment l'honneur de présenter les travaux que nous avons faits. Comme ma collègue l'a dit, j'ai dirigé ce projet et je vais vous parler donc très brièvement de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous avons fait et quelles sont les conclusions principales, les acquis principaux de ce travail. Ensuite, je passerai la parole à Marc qui rentrera dans le détail. Lorsque nous avons entamé ce projet il y a près de 2 ans,
L'une des premières questions auxquelles nous avons essayé de répondre est la suivante. Quelle est la numérisation réussite? À quoi elle ressemble? Nous avons essayé de voir les différents cas de numérisation d'institutions de microfinancement. Nous avons essayé de voir comment la numérisation crée une valeur pour les clients, pour les utilisateurs, et comment mesurer cette valeur. Ce type de critère reviendra dans notre discussion et est intrinsèquement lié à la valeur que nous essayons de mesurer. Nous avons trouvé un nombre d'institutions de microfinance qui ont fait cette intégration numérique, qui ont numérisé leurs services et comment ils ont mesuré ce travail. Nous avons sélectionné 5 institutions de microfinancement qui ont créé des exemples réussis de numérisation en microfinancement. Ce qu'on peut voir à droite de l'écran est un résumé. So some examples, 27% increase in loan officers' productivity. And of course, we could kind of De extend that. la valeur, de la productivité. Il s'agit notamment d'augmentation, qu'il s'agisse des institutions ou des utilisateurs. Nous avons remarqué qu'il y a 50% de réduite dans le temps pris pour générer les crédits. Qu'est-ce que cela peut dire pour les institutions et pour les entreprises? Nous avons presque doublé l'utilisation de canaux numériques par les femmes. Nous avons également vu qu'il y a un grand nombre de crédits qui ont été renouvelés. Avec ces exemples, nous voyons comment la numérisation peut avoir des impacts mesurables, tangibles, qu'on nomme valeur dans ce cas-là. Et ce genre d'impact peut être reproduit à large échelle. À partir de ces exemples, nous avons pu développer 5 principes qui pourraient guider une numérisation réussie des projets. Ces 5 principes sont plus ou moins universels et peuvent être appliqués à différents niveaux d'efforts de numérisation faits par les différentes institutions financières. Ils sont également des principes applicables et pratiques. Ils peuvent également être traduits facilement, selon notre opinion, comme guide d'orientation pour la mise en place d'efforts de numérisation. Nous avons essayé aussi de tester ces principes avec 28 institutions de microfinancement au sein de notre réseau. Donc, je vais rapidement aborder ces 5 principes. Ensuite, nous allons rentrer dans les détails de la mise en place de ces principes dans nos projets pilotes. D'abord, il faut renforcer les capacités et les ressources de l'équipe de développement du produit. Normalement, les visions de développement sont établies au haut niveau des institutions, mais la mise en place quotidienne et les prises de décision quotidiennes doivent être orientées vers l'équipe de développement du produit. Il ne s'agit pas uniquement de l'équipe IT, mais aussi de l'équipe qui est chargée du développement du produit, non seulement de la mise en place, parce qu'il s'agit de personnes qui connaissent le commerce, qui connaissent les clients et les utilisateurs et qui vont pouvoir bien contribuer à cela. Ensuite, il faut définir et mesurer la valeur à laquelle nous aspirons ou à laquelle nous essayons de créer.
Sans valeur, la numérisation n'a pas vraiment de sens. Lorsque nous définissons et nous mesurons cette valeur, nous devons le faire d'une façon concrète, suffisamment, pour savoir au moins estimer si la numérisation va améliorer les services, si nous allons être plus convenants envers nos utilisateurs et clients. Il ne suffit pas de dire que nous sommes en train de numériser le commerce juste pour dire que c'est pour des soucis d'efficience. Il faut vraiment parler d'amélioration de la qualité de service, amélioration ou élargissement du portefeuille, de la panoplie de services et de produits, etc. 3, nous parlons de la priorisation des paramètres du produit qui créent une valeur. L'équipe de mise en place doit définir ses priorités. Comme lorsqu'on est en train de réhabiliter une maison, on décide d'arranger les fenêtres, les portes, le palier. Il faut prendre ces décisions, il faut définir quels sont les éléments qui doivent être améliorés, qui vont donner le plus de valeur. Il en est de même pour la numérisation. Il faut prendre certaines décisions, dont des décisions critiques qui vont directement aider et contribuer à la création de la valeur dont nous parlons. Ensuite, nous passons quatrièmement au test des prototypes avec la technologie simple. C'est bien sûr un monde où nous essayons de partir de prototypes de base. Les institutions de microfinance n'ont toujours pas adopté cette pratique d'une façon élargie, mais c'est une pratique qui est adoptée par les startups de FinTech. Et donc, ces prototypes nous permettent d'obtenir une réponse rapide ou une interaction rapide, une réaction rapide qui nous permettra de répondre, d'étendre ou non nos travaux. Ensuite, nous passons à la création d'une expérience de l'utilisateur qui est bonne, qui est solide pour tout le monde. Nous souhaitons que nos utilisateurs puissent vraiment bénéficier de cette numérisation, mais non seulement ces utilisateurs externes, mais aussi les utilisateurs internes, nos officiers, nos directeurs, nos assistants, toutes ces personnes qui sont essentielles à la réussite de ce changement, de cette numérisation. Il faut que ces utilisateurs internes puissent voir quels sont les avantages de ce nouveau modèle de travail pour qu'ils puissent l'intégrer eux-mêmes, mais aussi encourager les utilisateurs externes à l'utiliser. Donc, il s'agit en fait de principes effectivement qui sont exécutables et qui sont également universels. Ce que nous avons fait est ce qui suit. Nous avons pris ces 5 principes et nous avons essayé de les tester. A credit renewal automation process or automation. Nous avons commencé à proposer des solutions en coordination avec ces compagnies. Nous avons tenté d'effectuer des projets pilotes. Nous avons également lancé un partenariat avec près de 23 institutions de microfinance qui n'avaient pas avant d'expérience dans le domaine de la numérisation. Nous avons travaillé avec tout ce groupe, donc 5 institutions de microfinance qui ont déjà des relations avec des clients, avec la clientèle, donc sur les plateformes numériques, et 23 autres institutions qui n'ont aucune expérience dans ce domaine. Nous avons tenté de mettre en œuvre cette approche pour comprendre comment nous pouvons améliorer les solutions proposées. Vous allez voir les résultats et comment est-ce que ces 28 institutions ont réussi à mettre en œuvre les nouvelles approches. Nous avons tenté de couvrir plusieurs pays, donc plusieurs contextes et plusieurs institutions de microfinance pour savoir comment ce travail peut être influencé par la clientèle, par les clients en général, par les demandes, par les lois et les régulations et les réglementations. Je vais donner la parole maintenant à Marc pour parler du projet pilote.
Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme Ivo vient de le dire, nous avons tenté de mettre en œuvre ces projets pilotes. Et en nous basant sur nos recherches, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs cas réussis. Nous nous sommes basés donc sur les différentes études de cas, sur les recherches pour pouvoir améliorer notre travail, mais nous avons remarqué également qu'il y avait beaucoup de projets qui n'étaient pas vraiment réussis. Ces institutions ont pu peut-être investir dans la numérisation, dans le monde digital, dans le monde numérique, sans pour autant créer une valeur ajoutée pour les clients. Voilà la feuille de route qui a été développée. Voilà le cadre de la mise en œuvre. Pour ceux qui travaillent dans le développement des produits flexibles et agiles, vous comprendrez comment nous avons adopté cette feuille de route et combien cette feuille de route est flexible. Nous commençons tout d'abord par l'élaboration du projet, le développement d'hypothèses. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes en train de concevoir ces solutions pour ces projets? Ensuite, les informations, l'intelligence et les informations donc qui sont réunies. Ensuite, la conception du produit. Ensuite, le développement donc du produit et la mise en œuvre. Tout d'abord, il est important de pouvoir comprendre comment est-ce que les principes ont été mis en œuvre. Ensuite, il est important d'expliquer comment les 5 institutions choisies ont pris leurs décisions et pourquoi. Ensuite, il était très important de penser aux leçons tirées des expériences pour pouvoir aller de l'avant. Donc, vous pouvez voir ici le principe et les détails donc, de chaque principe. Tout d'abord, l'élaboration du projet. Lorsque nous avons lancé la demande pour proposition, nous avons demandé à la compagnie de créer une équipe qui puisse travailler sur le développement du produit, et sur la mise en œuvre et la proposition du produit. Nous savons qu'il est parfois difficile de prendre la décision concernant le développement, la conception d'un nouveau produit et de passer à la réalisation, à la mise en œuvre. Mais là, nous nous sommes posé des questions sur l'efficacité et l'efficience. Est-ce qu'il pourrait y avoir une équipe, un groupe qui travaille sur ce produit? Est-ce que cette équipe pourra prendre des décisions au quotidien? Est-ce que cette équipe pourra travailler à temps plein sur ce produit? Il est vraiment assez commun de demander à des personnes qui ont en général un travail à temps plein de penser au développement d'un produit. Mais cette fois, nous avions demandé à un groupe, à une équipe de personnes de dédier tout leur temps au développement, à la conception de ce produit. Dans toute conception de produit et dans les premières phases de conception, nous commençons par définir les caractéristiques du produit pour résoudre tel ou tel problème. Et nous pensons également à développer, à créer une ligne d'affaires, si nous pouvons le dire. Nous avions demandé qu'il y ait un test concernant l'automatisation du renouvellement des prêts. Nous avons voulu qu'un logiciel soit développé pour octroyer des approbations pour le renouvellement de prêts
de façon automatique. Donc, faire le tout en ligne, donc avoir un logiciel qui puisse aider les clients directement en ligne. Près de 125 compagnies avaient présenté leur candidature. Nous avons revu toutes les candidatures. Ces compagnies étaient bien sûr prêtes à développer un tel logiciel puisque ces compagnies comptaient complètement et leurs affaires étaient axées en général autour de l'octroi des prêts. Voilà pourquoi ces compagnies étaient intéressées par le développement d'un tel logiciel pour accélérer les affaires et gagner plus d'argent. Mais au fait, ce modèle que nous étions en train d'utiliser, qui a été également développé par Rubix, et nous allons leur donner la parole tout à l'heure, a été développé en se basant sur des algorithmes clairs. Toutes les institutions de microfinance ont pensé à l'efficacité, à l'efficience, mais également au gain. Ces institutions voulaient également que ce modèle développé puisse garantir que les prêts octroyés soient remboursés. Voilà pourquoi il était très important de travailler sur toutes les hypothèses. Donc, les institutions voulaient être sûres que ce modèle numérisé n'allait pas octroyer des prêts à des personnes qui ne pourraient pas le rembourser. Bien sûr, ce modèle a remporté un succès fou parce que davantage d'argent ont décidé de demander que leurs prêts soient renouvelés en ligne plutôt que d'aller en personne le faire. Voilà pourquoi nous avons pensé à améliorer davantage ce modèle. Nous avons veillé à poser des questions bien précises. Nous avons posé des questions concernant le comportement des clients, comment est-ce que le comportement des clients allait changer et comment est-ce que ce modèle allait améliorer la valeur des affaires. Le plus important, bien sûr, était de travailler sur les caractéristiques du produit. Plusieurs caractéristiques du produit allaient générer une valeur ajoutée pour les institutions et pour les clients. Toutes les institutions de microfinance avaient commencé par tester ces produits, ces modèles et leurs caractéristiques. Nous sommes convaincus de l'importance donc de développer ce modèle et nous étions convaincus que ces modèles en général étaient beaucoup plus rapides que les modèles traditionnels. Je vais vous donner des exemples de la façon dans laquelle nous avions travaillé. Nous avons revu tout le portefeuille des clients et nous avons tenté de comprendre leur comportement et nous avons voulu développer des modèles, des produits qui puissent être compatibles avec les comportements des clients. Nous avons donc étudié le comportement des clients, les différentes transactions et le taux de renouvellement des prêts. Voilà, vous pouvez voir donc comment les choses allaient durant les premiers mois. Donc, au cours de 24 mois, vous pouvez voir le comportement des clients. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, le nombre de personnes, de clients qui n'ont effectué aucune transition a augmenté, alors que voilà, très peu de clients étaient toujours actifs. Nous remarquons donc un taux d'inaction assez élevé. Voilà comment, donc, en nous basant sur des exemples concrets, nous avions pu comprendre le comportement des clients. Mais nous avons remarqué que beaucoup de clients étaient intéressés par le service, par le produit proposé. Beaucoup de clients sont devenus très actifs, mais la majorité des clients ne l'étaient pas. Et voilà un point faible.
je suis en train de vous montrer ce tableau parce que ce comportement est assez commun à travers plusieurs institutions de microfinance avec lesquelles nous avons travaillé. À droite, nous pouvons voir également le tableau relatif au taux de renouvellement de prêts. Donc, combien de personnes ont renouvelé leur prêt au cours de ces mois. Nous remarquons qu'il y a eu une baisse de ce taux lors de la pandémie de COVID-19, un déclin, et beaucoup de clients ne sont pas revenus demander de renouveler leur prêt. J'ai choisi uniquement ces deux exemples et non pas donc l'ensemble des exemples relatifs à l'intelligence des affaires. J'ai voulu juste jeter la lumière sur le taux de renouvellement des prêts et le comportement des clients pour ce qui est des transactions effectuées. Le fait de rendre le renouvellement des prêts automatique était un vrai défi. Nous avons rentré dans davantage de détails pour voir comment les choses iront et nous avons effectué des comparaisons donc, entre le modèle traditionnel, le modèle plus moderne qui se base sur les réponses automatiques, sur le logiciel. Chaque personne, au total, pouvait octroyer près de 15 prêts de la façon traditionnelle. Et vous pouvez également voir sur ce tableau le portefeuille relatif aux prêts qui ne sont pas remboursés avec les chiffres. Si nous passons au modèle moderne, à l'automatisation des prêts, nous pouvons également voir comment ces prêts ont été octroyés. Au total, 15 également prêts, mais moins de temps passé par les employés pour octroyer ces prêts. Et la valeur des affaires était la même. Si un employé passe moins de temps grâce au système électronique, cela ne veut pas dire que la valeur ne va pas être la même. Si l'employé pouvait peut-être utiliser le temps qui a été épargné grâce au modèle automatique, grâce à ce système qui a été développé, les employés dans ce cas pourront passer ce temps à faire autre chose, à améliorer leur productivité. Si le système automatisé, le système robotisé a été adopté, dans ce cas, il y aura davantage de chances d'octroyer davantage de prêts, d'améliorer donc l'octroi des prêts et d'améliorer donc le chiffre d'affaires. Tout cela montre le suivant. Nous pouvons gagner de l'argent à travers un système robotisé des prêts si nous réussissons en tant qu'employés de travailler davantage sur l'offre des prêts. Donc, il doit y avoir soit davantage de personnes, de clients qui viennent demander un prêt ou davantage de personnes qui viennent demander un renouvellement de prêt pour dire que le système traditionnel est plus pratique que le système automatisé. Mais dans tous les cas, pour que ce modèle réussisse, les employés devront, oui, peut-être passer moins de temps sur les procédures plutôt qui ont été automatisées ou robotisées, mais ces employés devront passer davantage de temps pour penser au développement de produits qui puissent intéresser les clients. Et ensuite, je dois pouvoir automatiser la majorité
ou au moins d'assurer que 50% des prêts octroyés soient suivis à travers le système. Donc, nous avons parlé des caractéristiques du produit. Il est très important dans ce cas de penser aux caractéristiques des produits qui puissent créer une valeur ajoutée. Et c'est ce qui, en général, va créer une bonne expérience pour les usagers. Les institutions de microfinance étaient convaincues de la nécessité de créer une valeur ajoutée, mais ces institutions voulaient être sûres que ces modèles automatisés allaient réussir à créer une telle valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce que nous avons appris de cet exercice concernant l'intelligence des affaires? Nous avons appris que la réussite des produits n'est pas relative aux prêts qui sont devenus plus limités, mais plutôt aux produits qui ont été proposés et aux prêts qui ont été octroyés par le système et au taux élevé de remboursement de ces prêts. Beaucoup d'institutions étaient intéressées par ce système et ont voulu tout d'abord tester ce système pour un petit groupe de clients. Le but était de savoir si ce système fonctionnait ou pas. Voilà pourquoi ces institutions ont décidé d'octroyer des prêts aux clients A et B, et non pas donc à tous les clients. Bien sûr, le test a réussi. Ces institutions qui étaient assez courageuses pour investir dans ce système, qui étaient assez courageuses pour compléter ce test, sont vraiment notre fierté. Donc, il était très courageux de leur part de le faire. Ce modèle que nous avions développé comportait plusieurs caractéristiques. C'est pourquoi il était important également de développer davantage de caractéristiques, comme par exemple une caractéristique concernant l'historique des clients, par voir sur le système directement quels sont les clients qui ont remboursé leurs prêts à temps, les personnes qui ont un historique plutôt positif allaient probablement avoir le même comportement s'ils reçoivent les prêts grâce à ce système ou pas. C'est pourquoi nous avons dû tester toutes les caractéristiques du produit, mais nous avons également pensé à améliorer quelques caractéristiques. Ces caractéristiques étaient relatives notamment aux clients qui allaient rembourser les prêts, mais le but était également de créer une expérience positive et agréable pour les usagers, pour les clients. Le but était non pas seulement de servir les intérêts ou d'assurer les services et les produits pour A et B, mais également pour A, B, C et D. Le vrai défi était de développer des prêts, des produits qui puissent être octroyés pour tous les clients, quitte à bien sûr étudier le profil des clients. Et toutes ces caractéristiques ont été développées dans le cadre de ce système. Nous avons parlé ici du fait d'accorder une priorité au développement des caractéristiques du produit qui crée une vraie valeur ajoutée, mais également d'avoir une expérience positive, d'améliorer l'expérience des usagers, des clients. Donc, comment est-ce que nous pouvons assurer des produits et des services qui puissent être donc octroyés à A et B, mais également à C et D, qui étaient peut-être des clients qui avaient des profils pas très encourageants au début. Nous pourrons discuter de tout cela lors de la deuxième partie de notre réunion et lors du travail de groupe. Il est très important, bien sûr, de développer des systèmes en se basant sur les caractéristiques positives, mais également sur les points faibles, sur les failles, pour pouvoir combler ces fossés.
Donc, voilà la première leçon, le fait d'accorder la priorité aux caractéristiques des produits qui créent une valeur, mais également mettre l'accent sur l'expérience positive des usagers et des clients. Bien sûr, il se peut que vous remarquiez cela après la proposition, après l'offre des produits, grâce au comportement des clients. Si nous avons un taux élevé d'inactivité, donc un manque de transactions de la part des clients, nous devons comprendre la cause de cela et nous devons chercher à proposer des solutions qui puissent empêcher une telle stagnation avec le système. Je pense qu'Ivo a déjà parlé de cela. Nous avons décidé de travailler avec Rubix, une compagnie à qui on va donner la parole tout à l'heure. Cette compagnie propose des solutions technologiques et techniques. L'institution a pu mettre l'accent sur le développement du produit et sur le fait de tester le système proposé. Et c'était la compagnie avec laquelle nous avons travaillé qui a conçu le système et ses caractéristiques. La vraie preuve que ce système a réussi et que nous sommes tous réunis ici pour en parler. Les institutions qui étaient couvertes par ces tests et par ces produits ont pu, au cours de 12 mois, mettre en œuvre ce cadre de travail conceptuel. Et quels que soient les résultats, le fait de pouvoir aboutir à ces résultats au cours de 12 mois et le fait de réussir a un impact vraiment, vraiment positif sur les autres institutions et cela a eu également un impact positif sur les gestionnaires, les hauts fonctionnaires et les hauts gestionnaires des institutions. Encore une fois, chaque institution a réussi à travailler sur le système et chaque institution est dorénavant devenue capable de penser aux étapes à mettre en œuvre à l'avenir. Lors de la procédure d'un développement de produits traditionnels, il existe plusieurs étapes. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, au cours de la première étape, nous avons eu besoin de valider le produit au cours de 12 mois. Il a été également très important pour nous de penser à la façon de laquelle nous pouvons évaluer et réévaluer les produits proposés pour pouvoir améliorer les différentes caractéristiques. Donc, ce processus est un processus plutôt agile, flexible. C'est grâce à l'évaluation continue que nous avons réussi de passer d'une étape à l'autre de manière flexible. Il est bien sûr très important pour nous de définir les objectifs, de développer un plan pour aboutir à ces objectifs. Et c'est grâce à ces tests, c'est grâce à l'évaluation continue que les institutions sont devenues convaincues qu'elles peuvent vraiment adopter ce système et qu'elles peuvent vraiment combler les besoins de leurs clients. Je vais m'arrêter là. Je pourrais répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Mais pour être bref et pour résumer le tout, 5 institutions à travers le monde qui travaillent dans des contextes différents, dans des régions différentes, ont réussi à mettre en œuvre ce système. Ces institutions ont réussi à effectuer les tests nécessaires au cours de 12 mois et cela confirme notre théorie. Il est très important d'avoir recours à de tels logiciels. Il est très important de développer des approches plutôt flexibles, plutôt agiles pour répondre aux besoins des clients. Nous avons également remarqué
qu'une valeur ajoutée peut être créée dans des institutions de microfinance grâce au système automatisé, au système robotisé. Cela ne consiste pas uniquement à proposer des prêts et un renouvellement des prêts, mais cela consiste également à proposer de nouveaux produits qui puissent répondre aux besoins des clients. Le fait le plus important est de créer une valeur ajoutée, oui, mais également de créer plutôt une expérience agréable pour les clients. C'est un tout. Mettre l'accent sur l'expérience des usagers, l'expérience des clients va éventuellement créer une valeur ajoutée. Je vais m'arrêter là, redonner la parole à Ivo pour les questions et les réponses. Merci, Marc et Ivo, pour avoir expliqué en détail ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet. Je pense que quelques commentaires ont été formulés dans la boîte de discussion. Une technologie simple, selon Brian. Quelques commentaires ont été écrits ici concernant les défis auxquels les institutions de microfinance ont fait face lors de la numérisation. Je pense que c'est Odile Mukarianga qui a parlé de cela, donc de la numérisation, de la valeur ajoutée, mais du fait d'avoir besoin davantage de données pour pouvoir améliorer le système et améliorer la façon de faire les choses. Quels sont les défis qui sont associés à cette numérisation, notamment dans le domaine des institutions de microfinance? Bien sûr, plusieurs solutions ont été proposées, mais il est important de pouvoir examiner également les défis auxquels vous avez fait face et auxquels les institutions ont fait face. Donc, bien sûr, il va sans dire que les institutions de microfinance ont fait face à plusieurs défis. Quels sont ces défis? Nous allons également donner la parole ou donner du temps aux participants pour penser aux questions et pour répondre aux questions qui ont été posées par Marc et Ivo. Nous allons donc passer à un exercice. Nous vous demandons ici d'écrire, à votre avis, quels sont les 5 défis, donc 1 à 5 défis, entre 1 défi et 5 défis les plus importants qui sont associés peut-être à la numérisation dans le domaine des microfinances. Donc, quels sont les défis essentiels associés à la numérisation de la microfinance, du secteur de microfinance, entre 1 défi et 5 défis? Donc, le scepticisme, le manque de confiance, les clients qui puissent ne pas accepter cela. So I see some of you are also typing your challenges in the chat. That is great as well. Just know if you type it in the actual word cloud, that will allow Je vois que certains d'entre vous aussi sont en train de répondre dans la section du chat, donc nous les prendrons également en considération. Nous parlons d'alphabétisation numérique, de capacité, de financement, d'espace aussi. Donc, les mêmes contextes sont mentionnés à plusieurs reprises, mais de façon différente. Donc, j'imagine que les problèmes sont très similaires. Il y a également les aspects humains de la numérisation qui sont mentionnés.
Nous parlons également dans la section du chat de résistance face au changement. Il y a également d'autres problèmes qui sont liés à la protection, qui sont liés à la lutte contre. Isabelle, oui, je souhaite juste faire un commentaire vis-à-vis de l'alphabétisation numérique. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites dans un contexte où on demande aux utilisateurs de faire part de leur expérience en utilisant les moyens traditionnels et les interfaces numériques. Certains clients disent qu'il s'agit d'une préférence vers le traditionnel où c'est plus facile, où ils ont l'habitude d'exécuter toutes leurs activités. En fait, nous n'avons ici que juste une portion des réponses. La compréhension, en fait, de ce numérique est très importante, mais il faut comprendre qui sont nos clients, quels sont les défis auxquels ils font face, notamment en ce qui concerne l'alphabétisation numérique, cette culture numérique, cet accès à cette culture numérique qu'on doit adresser de plusieurs façons afin de rendre ce numérique plus accessible à tout le monde. Merci Ivo pour votre commentaire. Donc, nous vous donnons encore quelques instants pour répondre à cette question. Ensuite, nous vous donnerons l'opportunité de poser des questions non seulement dans la section du chat, mais aussi verbalement, donc en participant directement à la conversation. Okay, so yeah, it's great to see what is coming up. Again, some issues. C'est un plaisir effectivement de voir quelles sont les différentes réponses qui sont données aux défis associés à la numérisation dans le microfinancement. Nous parlons également donc de fausses données, financement, gestion, compréhension des produits basés sur les données. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on peut interagir effectivement avec ces interfaces numériques au lieu d'interagir avec des personnes? Il y a aussi des problèmes liés à la protection. Nous avons des problèmes liés à la fraude, à la sécurité numérique. Donc, il y a plusieurs modèles de défis qui ont été mentionnés, mais qui sont plus ou moins liés à certains contextes précis. Aussi, dans le chat, nous avons aussi certaines propositions que nous avons également prises en considération. Nous allons passer donc à la section consacrée aux questions-réponses dans notre séance. Nous avions une personne qui avait levé sa main. Michael Ogba, vous pouvez actuellement poser votre question. Oui, bonjour tout le monde. Good afternoon. Yes, hello. Okay, it's my pleasure to be here. Thank you for the C'est effectivement un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Au Nigeria, je travaille dans une institution non bancaire qui fournit des crédits. Comment concilier entre l'automatisation des systèmes et l'exploration des données? Est-ce que vous avez une application d'exploration de données qu'on peut adopter, qu'on peut intégrer dans les différents systèmes? Je pense que je vais passer cette question à Marc.
qui peut adresser ces moyens économiques qui peuvent nous permettre de répondre à ces besoins de technologie. Marc, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette question. Normalement, c'est l'une des questions les plus insistantes auxquelles nous devons répondre. Nous avons travaillé avec plusieurs institutions de finances à travers plusieurs juridictions et nous avons choisi en fait d'utiliser une application d'exploration de données qui vient avec une plateforme. Et la seule chose que les institutions de microfinancement doivent faire est d'extraire ces données de leur système bancaire et de les intégrer dans cette plateforme. Il y a plusieurs fournisseurs similaires dans le marché, bien sûr, mais ce modèle de gestion de données élimine tous les coûts de développement, tous les risques et le temps pour construire ce genre de plateforme. Certains pays ont construit leur propre plateforme, mais cela prend plus de temps. Donc, selon mon expérience, je pense que si une entreprise veut créer de la valeur en automatisant ses crédits, la meilleure option est de choisir un fournisseur de services et de se concentrer sur les facteurs de profit qui vont ajouter une valeur au produit des prêts. Il ne faut pas penser à dépenser ce temps initial sur le développement d'une plateforme qui est très complexe, qui est très longue en fait et qui risque d'échouer en plus. Le problème lié aux données est en fait qu'il y a plusieurs modèles d'établir les échelles. Le modèle Rubix prend en considération les différents moyens d'intégrer les données à partir de plusieurs sources. La clé à cette approche est que chaque institution de microfinance a ces données qui sont disponibles, qui sont prêtes dans le système clé au centre de la banque. Il n'y a pas en fait de données mystérieuses, ce n'est pas une question compliquée. Toutes les institutions financières ont ces données, toutes les institutions de microfinancement ont ces données. Nous avons choisi ce modèle pour répondre avec votre question parce que nous avons essayé de faciliter notre travail autant que possible en étant accessible au plus grand nombre d'institutions possibles. Merci Marc à cette réponse. Nous avons aussi d'autres questions liées à la valeur, notamment valeur envers la clientèle. On a souligné le fait que les clients, en fait, se concentrent beaucoup sur les prix. Comment est-ce qu'on s'assure que la clientèle va porter ces coûts additionnels? Il y a une autre question aussi. Comment est-ce que les institutions de microfinancement peuvent convaincre la clientèle à s'orienter vers des services et des produits numériques? Comment donc est-ce qu'on peut établir ce lien aussi avec l'intelligence commerciale créée par les institutions de microfinance? Comment est-ce qu'on peut regarder et observer l'impact de cette numérisation sur le comportement de la clientèle? Comment établir vraiment cette valeur et comment voir comment cette numérisation a encouragé la clientèle à exécuter plus de transactions numériques et à interagir encore plus avec ces plateformes numériques. Peut-être que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais c'est surtout ce type de questions que les pratiques fortes en intelligence commerciale permettront aux institutions d'avoir plus d'informations, de mieux comprendre l'espace dans lequel elles interagissent. Et donc, je pense que nous pourrons écouter ce que les
institutions avancent comme hypothèse pour comprendre ce qui se passe au niveau de la clientèle. Je pense que c'est là où nous pourrons nous concentrer dans cette réflexion afin de passer vers les produits numériques. Je ne sais pas si Marc ou Ivo souhaitent répondre également à cette question. Effectivement, c'est une bonne question à poser. Chaque institution œuvre à observer le cycle de développement de produits. On est en train de formuler nos meilleures réponses à ces questions et nous les testons. Ensuite, nous essayons de voir si le comportement de la clientèle a changé. Dans ce cas-là, est-ce que nous avons plus de clients qui sont en train de renouveler leurs prêts? Quelle est l'analyse que nous avons fait? Quelle est l'analyse qualitative et quantitative que nous sommes en train de faire? Nous pouvons aussi essayer de comparer entre nos clientèles qui adoptent nos modèles traditionnels et notre clientèle qui adopte les modèles numériques. Il n'y a pas de réponse ici, mais je pense qu'il faut formuler une réponse et essayer de la tester pour voir si elle est valable ou non. Le coût sur la clientèle peut être énorme. Pour nous qui travaillons dans les industries de microfinancement, nous essayons toujours de voir comment mieux servir notre clientèle pour mieux réussir dans le marché. Un bon point de départ est de savoir comment établir les prix. Si nous sommes capables d'améliorer notre efficience en réduisant notre ratio et de revenus. Nous devons établir notre relation avec la clientèle à partir d'une mise des prix, d'une fixation de prix à partir des risques. Nous pouvons dire à nos clients qu'ils doivent payer ou rembourser leurs prêts à temps. Nous pouvons encourager nos clients, par exemple, en leur offrant une réduction des taux d'intérêt 2 mois avant la fin de leur date de remboursement de prêt, par exemple. Est-ce que les clients sont encouragés à rembourser leurs prêts plus tôt que prévu? Est-ce qu'ils veulent vraiment obtenir cette réduction de taux d'intérêt? C'est une solution, par exemple, que nous pouvons tester avec nos clients. Donc, ce n'est que juste un exemple. Je souhaite également ajouter un point, en fait. C'est une anecdote liée à une seule institution avec laquelle j'ai travaillé. En fait, si nous essayons de transmettre des clients vers une solution précise, cette solution doit être supérieure, elle doit être améliorée, elle doit renforcer l'expérience que la clientèle avait auparavant. Si la clientèle perçoit des termes qui ne sont pas améliorés à travers ces plateformes numériques, ils vont revenir à l'utilisation des plateformes traditionnelles. Donc, il faut savoir comment promouvoir ces solutions. Il faut savoir comment les vendre à la clientèle. Il faut savoir comment les communiquer, expliquer pourquoi ces offres sont avancées. Parce que certaines offres peuvent être liées à des conditions macroéconomiques et non pas micro. Est-ce que nous encourage la clientèle à essayer ce nouveau produit? Est-ce que ce produit répond effectivement à des besoins de la clientèle? Est-ce qu'il est séduisant pour la clientèle? Il faut prendre donc ces éléments en considération. Nous avons le temps pour une dernière question au sujet du rôle des régulateurs et des preneurs de décision, mais je pense que vous avez déjà répondu à cela. Quel est le rôle donc des régulateurs dans cette relation entre la numérisation et les institutions? Comment est-ce qu'on s'assure que les populations les plus vulnérables sont mieux informées au sujet de la technologie et comment assurer la protection de ces populations vulnérables qui n'ont pas toujours l'accès à cette information? Effectivement, ce que je peux dire, c'est que nous avons testé
ces produits à travers différents cadres légaux, à travers différents cadres sociaux aussi. Il y a plusieurs défis auxquels nous ferons face. Normalement, les opérations numérisées rentrent dans le contexte du travail du régulateur qui doit essayer d'éliminer les barrières qui pourraient exister et qui pourraient être apposées aux populations les plus vulnérables. Nous avons essayé d'utiliser des programmes d'informatique en nuage qui permettent de mieux procéder les informations, de moins les adresser. Et ce genre d'informations ne serait pas toujours disponible à tout le monde. Nous essayons de plus en plus d'intégrer les outils de machine learning, d'apprentissage des machines. Les régulateurs qui limitent les solutions basées sur l'informatique en nuage auront beaucoup de problèmes dans leur marché dans ce contexte-là. Très souvent, il y a des opérations qui requièrent aussi une présence en personne de la clientèle, notamment pour la création de comptes, la création de dossiers. Certaines régulations peuvent être imposées sur un type de fournisseur de prêt alors qu'elles ne seront pas imposées sur d'autres. Si à n'importe quel moment l'institution de microfinancement est invitée à participer à plus de coopération en personne avec la clientèle, cela va ralentir son travail. Je pense que cela va affecter aussi les gains en efficience réalisés. Aussi, je dois noter que pour ce qui concerne donc les dépôts, les acomptes, même les cautions, normalement en microfinance, nous pouvons offrir une meilleure proposition de valeur dans ce contexte-là. Je pense que nous sommes en train de conclure cette partie ou cet axe de notre intervention. J'inviterai Daniel à repartager la diaporama pour que nous puissions passer au deuxième axe de notre discussion. Je vous invite à rester avec nous parce que nous allons rentrer encore dans plus de détails liés au microfinancement. Nous allons donc pouvoir savoir exactement à quoi s'attendre dans ce contexte-là. Daniel, je vous invite à passer à la diapo consacrée à la vision pour l'avenir du microfinancement, ou sinon au diapo qui est juste à la fin de la clôture de la première partie. En fait, ce que je souhaite partager avec vous, c'est la feuille de route que nous essayons en fait de partager avec vous. Les deux premières étapes sur cette échelle est ce que nous avons déjà fait dans notre projet de pilote. Nous avons encouragé les institutions de microfinancement à penser encore plus à l'intelligence commerciale, à renforcer les analyses de données à partir des données qui sont déjà existantes, afin de mieux améliorer les solutions numériques. Et je pense que là, c'est le point de départ pour le reste de travail. Si vous commencez votre activité de numérisation, il faut passer par là forcément. Ensuite, lorsque nous exécutons cette première phase, nous passons ensuite à la rationalisation, plutôt à l'uniformisation du renouvellement des prêts qui nous permettront d'améliorer la performance commerciale. Lorsque nous avons sélectionné nos partenaires pour ce projet, nous avons revu plus de 100 demandes de participation. Et donc, nous avons dû passer par plusieurs processus pour déterminer
quels sont les moyens les mieux adaptés. Et nous avons en fait trouvé que plus ou moins les différents processus sont les mêmes. Nous avons établi qu'il y a un grand potentiel pour l'uniformisation avec ou sans la technologie. Et donc, quelles sont les étapes qui sont moins visibles, qui sont moins claires peut-être? Nous ne savons pas quelle est la réponse exactement, mais ce que nous croyons, c'est que lorsque nous avons établi les pratiques, lorsque nous avons renforcé la confiance et l'efficience, il y a plusieurs moyens qui peuvent être adoptés par les institutions de microfinancement. Nous pouvons passer par la numérisation par étape des opérations existantes déjà, étape par étape, afin de renforcer les pratiques numériques. Ensuite, nous pouvons parler peut-être d'une transformation, d'un passage à un nouveau modèle commercial. On peut choisir, par exemple, de se concentrer exclusivement sur un seul type de clientèle, sur un seul type d'utilisateur, sur les micro-entrepreneurs, par exemple. Ensuite, nous pouvons aussi penser à explorer de nouveaux partenariats des marchés financiers modulaires tels que les fintech, par exemple, afin de pouvoir renforcer la capacité d'intégrer les acteurs numériques tels que les plateformes de commerce électronique. Les solutions sont larges, les étapes suivantes sont nombreuses. Nous pouvons avoir plusieurs options à consulter. Je vais me contenter de cela. Je vais juste conclure en disant que pour SIGAP, la vision pour l'avenir du microfinancement souligne le fait que ce microfinancement fait partie d'un marché compétitif qui comprend un groupe de fournisseurs, d'innovateurs et d'incumbents qui répondent d'une façon responsable aux besoins de tous les segments qui n'ont pas été suffisamment desservis d'une façon efficiente et efficace. Je me contenterai donc de dire cela et je pense, Isabelle, qu'on peut passer à la deuxième partie de notre atelier de travail. Donc, effectivement, avant de passer à cette deuxième partie de notre atelier, nous allons lancer un deuxième questionnaire à partir de cet atelier de travail. Quelles sont vos réflexions? Donc, à partir de cette première partie de notre atelier, je vous invite à répondre aux réponses à la question à partir des réponses qui sont avancées, selon ce qui vous représente le plus. Je veux plus apprendre au sujet du renouvellement automatique des prêts. Je veux apprendre plus d'informations au sujet de l'intelligence commerciale. Je suis prêt à mettre en place le renouvellement automatique des prêts. Je suis prêt à mettre en place aussi l'intelligence commerciale ou autre. Donc, je vous invite à répondre à ces questions. Je vous donnerai quelques instants pour répondre à cette question et nous passerons à la deuxième partie de notre atelier de travail. Pour les personnes qui ont sélectionné autre, other, je vous invite aussi à partager vos commentaires dans la section consacrée au chat, juste pour que nous puissions prendre en considération ces éléments que vous avancez. Okay, so let's close this poll.
Donc, nous allons suspendre cette question. Merci beaucoup aux réponses qui ont été avancées. Certains d'entre vous sont déjà prêts à mettre en place ces solutions. Donc, nous allons aborder ces questions encore plus dans notre prochaine séance. Donc, je vous invite à ajouter des détails, des commentaires dans la section du chat. Nous avons encore 2 questions supplémentaires avant de passer à la deuxième partie. Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique dans cette première partie de cet atelier de travail? Nous vous invitons juste à ajouter quelques mots pour dire quelles sont les informations les plus utiles qui ont été avancées. Si vous pensez aussi aux choses qui manquaient, je vous demande juste de patienter quelques instants parce que c'est le sujet de la deuxième question que nous allons partager avec vous. And sorry, this is actually not a word cloud, so my bad. Wanted to give you a chance to write more than. Je m'excuse, il ne s'agissait pas en fait d'un nuage de mots, mais je vous invite quand même à partager vos idées. Ensuite, nous allons passer à la dernière question en ce qui concerne les choses qui manquaient à cette présentation. Okay, so 30 more seconds and we'll move to the next one. 30 secondes et nous passons à la deuxième question. Okay, so let's move to the last one. The last one. Alors, la dernière question, qu'est-ce qui manquait à la première partie de cet atelier de travail? Je vous invite donc à nous donner vos commentaires, qui est très bénéfique pour nous. We'll keep it open so that this gives you time to continue to write your thoughts, and we will look at this with the. Donc, nous garderons cette question ouverte. Nous vous invitons, nous vous encourageons à continuer à répondre à la question. Je pense qu'on est prêt à passer à la deuxième partie de cette séance.